Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire animé par Waldata. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Cohen de Lara, que vous connaissez sûrement tous, et qui va nous présenter son dernier livre. Alors, Daniel, je voudrais vous poser quelques petites questions avant de débuter. Allez-y. Je dis bonsoir à toutes et à tous. Je vois déjà dans le chat qu'il y a des prénoms connus qui me disent bonjour. Alors, je suis ravi de vous revoir pendant cette présentation. Daniel, vous avez déjà écrit Le pouvoir d'Ishimoku et en fin d'année dernière. Alors, comment ce livre a été accueilli par vos lecteurs en fait? Mais écoutez, ça a été une bonne surprise. C'était mon premier livre. Je n'imaginais pas quelques mois auparavant, mais j'avais vraiment envie de l'écrire. C'était 12 ou 13 ans à l'époque d'expérience sur Ishimoku. Donc j'avais envie de partager ce que j'avais découvert et puis ce que j'ai aussi trouvé et créé sur la méthode Ishimoku. Donc le livre fonctionne d'une manière tout à fait satisfaisante et j'ai le plaisir de voir, il y a deux comparateurs sur Internet, deux comparateurs d'Ishimoku, et depuis plusieurs mois, je suis classé comme le meilleur choix parmi les livres existants. Alors, la majorité sont les livres en langue française, mais il y a des livres étrangers. Et le meilleur choix, je suis en tête de la sélection, donc depuis plusieurs mois. Donc, ce qui est une satisfaction pour mon travail. Donc, ça a été un plaisir de l'écrire, un plaisir de le présenter. Et écoutez, les lecteurs semblent tout à fait apprécier ce que je leur ai proposé. Alors, c'est génial. Alors, vous revenez avec un nouveau livre que je présente, Les chandeliers japonais, qui n'ont rien à voir avec Ishimoku. Quelle démarche poursuivez-vous avec cet ouvrage en fait? Alors là, on est dans un schéma qui est radicalement différent du pouvoir d'Ishimoku. Lorsque le pouvoir d'Ishimoku a été sorti avec deux autres livres écrits par des membres de la FAT chez le même éditeur, et lors d'un dîner de préparation du lancement des livres, un des auteurs, qui est Thomas Andrieux, avait déjà préparé son coup avec l'éditeur avant le dîner, et a lancé l'idée d'une collection AFAT, Association française des analystes techniques, dont j'étais le président à l'époque, et j'ai mis à peu près 15 secondes à réfléchir et à trouver que l'idée était excellente. Donc l'idée de la collection de livres d'analyse technique est partie de cette soirée, et on a très rapidement mis au point un cahier des charges sur cette collection. Alors en quelques mots, donc c'est une collection de livres qui font en gros entre 100 et 140, 150 pages. Ce sont des livres qui sont en noir et blanc, de manière à pouvoir tenir un prix public pour tous les livres inférieur à 20 €, donc ce qui était de manière à pouvoir intéresser un large public. Des livres destinés à la fois à des débutants et à des gens qui sont déjà confirmés en analyse technique, puisque sur chacun des thèmes, eh bien, la taille du livre permet quand même de descendre quand même bien en profondeur dans la technique. L'objectif est la sortie d'une dizaine de livres d'ici l'été de l'année prochaine. Il y a 3 sont sortis au salon de l'analyse technique au mois de mars. Il y a eu donc le livre de Denis Desclos qui est actifs et instruments de la bourse et des marchés financiers. Le livre de Nicolas Galland qui est sur les figures chartistes, et le livre que j'ai écrit sur les chandeliers japonais. Alors, ces livres, c'est vraiment le début du début pour rentrer dans les éléments de l'analyse technique. Bien sûr, connaître les produits qui existent, les actifs sur lesquels l'investisseur peut utiliser, qu'il peut utiliser pour ses investissements, à la fois court terme, moyen terme, long terme. Ensuite, on va le voir ensemble, les chandeliers japonais, c'est la base. Et j'affirme que ne pas bien connaître le fonctionnement des chandeliers japonais est un handicap quasiment insurmontable pour réussir, pour gagner en bourse, et je vais vous le prouver ce soir. Voilà, alors j'allais vous poser la question, quel est l'intérêt de bien maîtriser les chandeliers japonais? Alors, on va le voir dans la deuxième partie de ce webinaire, où je vous ai préparé un petit PowerPoint sur lequel je vais vous expliquer
Pourquoi c'est vraiment indispensable? C'est la compréhension du marché, premier point, et c'est aussi et surtout comprendre et maîtriser ce combat permanent entre un camp acheteur et un camp vendeur. C'est la confrontation de ces deux camps qui fait les prix, qui fait les tendances, et c'est ce que l'on va voir. Donc c'est la base, hein. Ne pas comprendre, ne pas lire le marché, et on va lire le marché, et bien derrière ça va être très très compliqué. On peut acheter et vendre en tendance ou en contre-tendance. Déjà, encore faut-il savoir, par exemple, que l'on est en contre-tendance. Si on est en contre-tendance, eh bien, le type d'investissement que l'on va faire va être radicalement différent de l'investissement que l'on va faire en tendance. Donc, il faut bien comprendre quel est le camp entre acheteur et vendeur qui a la main, qui a la maîtrise pour savoir si eh bien, on est dans une situation tendancielle ou une situation contrarienne. Voilà un des exemples, et on va en voir d'autres. Daniel, je sais que vous utilisez la méthode Candlestick Pro de Waldata. Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans vos analyses? Alors, cette méthode, et on a fait ensemble une formation, c'était je crois à l'automne de l'année dernière, hein, qui avait été très bien suivie, utilise ce logiciel, hein, et le market analyzer qui va avec, utilise et exploite les principales figures, et on va passer tout à l'heure sur la plateforme, hein, en fin de webinaire, pour regarder justement Candlestick Pro, et ce logiciel utilise justement les figures de retournement et les figures de continuation que l'on va voir dans la deuxième partie du logiciel. Donc c'est comme l'ensemble des logiciels de Waldata, c'est la fonction un peu screener, d'abord, hein, qui est le fait de sélectionner les actifs qui se trouvent dans une situation où il y a l'éventualité de l'investissement, parce que l'actif, au moment où il répond aux critères qui permettent de prendre une position. Le market analyzer qui donne, en fait, et on va voir sur Candlestick Pro, tout, à savoir le point d'entrée, l'objectif, le stop suiveur, donc l'ensemble des éléments de l'investissement. Alors, il reste quand même, hein, le logiciel ne peut pas tout faire, parce que il n'a pas la psychologie, il n'a pas les biais de la psychologie de l'investisseur, et puis il ne peut pas se placer exactement dans la situation actuelle, et c'est pour ça que à partir de la sélection qui est faite par Candlestick Pro, eh bien on va la regarder, hein, on va regarder par exemple sur le Nasdaq, hein, pour changer, on regarde toujours le CAC, mais on pourra regarder le CAC si vous souhaitez, eh bien regardez ce que Candlestick Pro nous propose comme possibilité, et on décrira les différents éléments de la prise de position, du suivi, de l'objectif, de la sortie de position. Donc c'est un logiciel qui est comme ceux que moi j'utilise, hein, sur Waldata, ou ceux sur lesquels je fais des formations, hein, c'est souvent VBA, c'est souvent Ishimoku, et Candlestick Pro, c'est les trois logiciels que j'utilise avec très régulièrement, justement pour faire mes sélections. C'est un gain de temps qui est absolument considérable pour l'investisseur dans la journée. Bien, je vais vous laisser, avec les participants, parler du livre Les chandeliers japonais et présenter toutes vos stratégies. Ils sont nombreux à vous attendre. Donc, à tout à l'heure. Merci Marie. Alors, donc je vais continuer 2 secondes sur les chandeliers japonais. Donc cette collection, donc il y a 3 livres qui sont sortis. Il y a un livre qui va sortir à la fin du mois de juin, qui va être un peu la synthèse du livre de Nicolas Galland et le mien, sur les figures chartistes et sur les chandeliers japonais. Il y a 2 livres qui vont sortir au salon du trading. Je vais en sortir un nouveau à cette occasion. Je ne vous dis pas quel sera le thème. Je vous invite à venir me voir au salon. Et certainement, nous ferons un webinaire au mois d'octobre avec Waldata, parce que le sujet de ce prochain livre est aussi très proche ou très lié avec un des logiciels que j'aime particulièrement chez Waldata. Donc voilà, donc on sera à 6 livres. Et on sera à 6 livres. Et puis, il y en aura 2 qui vont sortir en février-mars de l'année prochaine, et 2 derrière
à l'été prochain. Donc ça nous fera le premier jet de 10 livres. L'objectif étant qu'avec ces 10 livres, on couvre tous les thèmes de l'analyse technique. En gros, 10 livres, ça va faire environ 1300 à 1400 pages. Les livres d'analyse technique qui présentent l'ensemble des éléments d'analyse technique font souvent entre 400 et 600 pages. Là, justement, le fait de pouvoir aller à un niveau aux alentours de 1300, 1400 pages environ, eh bien, ça permet de rentrer quand même de manière très importante à l'intérieur de l'ensemble des techniques. Donc, voilà pour cette collection. Alors maintenant, on va venir donc, sur les deux parties qui nous restent à voir ensemble ce soir. La première, donc, je vais justifier comme la question de Madame Walker tout à l'heure, à savoir, eh bien, qu'est-ce que les chandeliers apportent, et ma réponse en disant c'est tout à fait fondamental. Je vais vous montrer en quoi c'est fondamental, et puis on passera quelques minutes sur la plateforme Candlestick Pro. On regardera quelques actifs, et puis si vous avez des questions, j'ai le chat en face de moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un œil sur l'écran du PowerPoint et un œil sur l'écran du chat. Alors on attaque donc sur la présentation des chandeliers et l'application Candlestick Pro. Alors il faut que je mette ça là-dessus. Donc petite publicité personnelle, donc je rappelle les deux livres, donc Les chandeliers japonais, l'actuel, et puis donc Le pouvoir d'Ishimoku, qui est sorti, les deux chez le même éditeur, JDH Édition. Donc on voit sur les chandeliers japonais, donc le nom de la collection, c'est les essentiels de la FAT, et tous les livres auront le même fond de couleur, avec une base, on les appelle déjà un petit peu les livres à la couverture orange. Alors, la représentation en chandelier, bon, vous la connaissez tous, on va la rappeler très rapidement. Donc, la représentation donne 4 informations fondamentales à minima. Tout d'abord, là, j'ai pris un chandelier haussier. Donc, le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut de la séance et le plus bas de la séance. Il y a ces 4 éléments, mais il y en a en fait plein d'autres. On va voir qu'à partir d'une construction qui est très simple, on va avoir une multitude de situations selon la taille du corps. Est-ce que des bougies qui ont un petit corps, des bougies qui ont un grand corps, des bougies qui ont des grosses mèches hautes, des grosses mèches basses, pas de mèches hautes, pas de mèches basses, ni mèches hautes, ni mèches basses. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui va nous permettre de faire la synthèse de la journée de bourse si on est avec une vision quotidienne où tous les autres unités de temps sont également tout à fait valables. Elle donne, en fait, la première lecture donne la taille du corps, si c'est une bougie haussière, une bougie baissière, et si on a des mèches hautes et des mèches basses importantes. Alors, voilà le premier graphique que je voulais vous montrer, donc que j'appelle en fait un peu la danse du marché. Alors, je ne me rappelle plus de quel actif il s'agit, ça n'a strictement aucune importance. L'important, c'est que l'on va lire, ce qui se passe. On voit ici qu'on est en train, a priori, de venir d'un premier schéma qui était un schéma baissier. Et puis, on voit que cette dernière bougie rouge, elle a un corps qui est un corps important, mais on commence à voir qu'elle a une mèche basse qui commence à être importante, et on a une petite mèche haute. Et cette bougie, elle suit une bougie qu'on appelle un doji, qui est une bougie d'incertitude. Donc dans mon schéma baissier, on commence à ne plus avoir un schéma tendanciel important, on commence à avoir des bougies d'incertitude, et la dernière bougie ici, elle a une mèche basse qui commence à prendre de l'importance, ce qui veut dire que sur ce niveau ici, eh bien, on commence à avoir une réaction des acheteurs. Et le lendemain, là, les acheteurs reprennent complètement la main. On a une bougie ici qui est une bougie qui est très importante. Elle est tout à fait caractéristique d'une reprise en main par le camp acheteur, à savoir une toute petite mèche basse. On a ouvert au niveau de la clôture de la veille. On a commencé un tout petit peu à baisser, mais immédiatement,
les acheteurs ont repris la main et pendant pratiquement toute la séance, on n'a fait que monter et on a clôturé au plus haut de la séance. Alors, on a une bougie qui est très dynamique, une bougie qui marque très clairement que les acheteurs ont pris la main. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là je vois la clôture ici, eh bien cette clôture, elle englobe pratiquement les corps des 4 bougies précédentes. Ce qui veut dire que à la clôture ici, tous ceux qui étaient vendeurs les jours précédents et qui n'étaient pas sortis de position, donc tous ceux qui avaient pris une position vendeuse, peut-être les jours précédents, mais je les ai pas, j'ai pas regardé. Mais regardons uniquement ces quatre bougies. Ceux qui ont gardé une position vendeuse sont tous en perte. Et le fait certainement que cette bougie soit si importante, c'est que, notamment ceux de la veille, eh bien, ont commencé à voir que le vent tournait et ont commencé à... vous me dites, Hakim, j'ai pas une grosse... Je vais essayer de l'agiter un peu plus, comme ça vous la verrez mieux. Donc, tous ceux qui ont commencé à vendre ont en fait, si vous sortez d'une position vendeuse, ça veut dire que vous rachetez votre position. Donc, ça veut dire que vous alimentez le flux acheteur. Donc, toute sortie de position vendeuse alimente le flux acheteur qui vient en complément de ceux qui n'étaient pas en position précédemment et qui, sur la zone de prix, là en gros, aux alentours de 112 et des poussières, ont estimé que c'était un bon prix d'achat, qu'ils avaient envie de rentrer en position, et c'est pour ça qu'on a eu véritablement un retournement qui est un retournement puissant. C'est une bougie que l'on appelle une englobante, puisque vous voyez qu'elle englobe les corps des 1, 2, 3, 4 bougies précédentes. Donc on a ici un très beau changement, un très beau retournement, un très beau changement de main. Jusque-là, c'était le camp vendeur qui était à la manœuvre, qui était à la maîtrise, et cette bougie donne une information importante, à savoir que sur la base du niveau où on était des 112 et des poussières, eh bien, ça a donné l'envie, l'intérêt à des acheteurs, eh bien, de rentrer en position. Alors, on voit sur les jours suivants que, eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Les vendeurs sont en train de se défendre, mais vous voyez avec ces mèches basses que, eh bien, chaque fois que les vendeurs dans les 2 séances ont cherché à reprendre position, eh bien, les acheteurs immédiatement sont revenus, ont repoussé les vendeurs qui se sont retrouvés eux aussi en perte. Donc, on a 2 jours ici qui sont 2 jours de belles bagarres, mais au profit chaque fois du camp acheteur. Et ces mèches basses, surtout celle-ci, qui est très importante, qui est plus importante que le corps même de la bougie, eh bien, montre que les acheteurs ont repris la main sur le marché et repoussent les vendeurs. Et c'est ainsi que le mouvement continue. Alors, les mouvements, ils sont pas systématiquement en ligne droite. D'autant plus que on a une bougie ici qui est une bougie d'alerte. C'est une bougie que l'on appelle un marteau. Et quand on a une bougie de ce type-là, elle se trouve en haut de la bougie précédente. On avait clôturé comme ce jour-là, on a clôturé ici sur le plus haut de la journée. Donc, on se dit, ça va continuer demain. Mais les vendeurs reviennent et on revient là à un niveau de prix. On est monté là. On est déjà autour de 115, 116. On a pris 3-4%. On a une bougie ici qui est ce que j'appelle une bougie d'alerte. C'est un marteau. C'est une bougie sur laquelle les vendeurs ont été repoussés. Mais par contre, on clôture plus bas que la veille. Ça, attention, c'est pour moi un signal d'alerte. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Les vendeurs laissent les acheteurs continuer la progression. Et là, il y a une grosse poussée vendeuse qui vient ramener les cours à l'intérieur de ce corps ici avec une petite mèche. Là, en général, quand j'ai une bougie de ce type-là, je me dis attention, j'attends la bougie suivante, j'attends le lendemain une bougie qui va être
rouge et qui va en quelque sorte sceller le sort du camp racheteur. C'est ce à quoi je m'attends, parce que vous voyez que j'ai une bougie qui vient englober le doji de la veille, et c'est une bougie que l'on appelle une couverture en nuage noir. C'est une englobante baissière, comme la suivante, et aussi donc une couverture en nuage noir. Donc c'est un très mauvais signal pour le camp racheteur. Et puis, le lendemain, on ouvre un gap haussier. Par contre, c'est compliqué. C'est compliqué malgré tout, parce que vous voyez ici, on a une mèche haute qui est très importante. Ça veut dire que sur cette zone de prix ici, on est autour des, je me rapproche un peu, on est autour des 118,50. Ce sont les vendeurs qui reprennent la main, mais malgré tout, le gap reste ouvert, très important, et deux, la bougie est une bougie verte malgré tout. Donc cela veut dire clairement que on a progressé par rapport à la clôture de la veille, que la conviction des vendeurs était pas aussi importante que ça, les acheteurs avaient quand même envie de maintenir le gap ouvert. Donc le schéma haussier continue, mais on voit que c'est un schéma haussier qui est quand même relativement heurté. Le lendemain, on a une nouvelle attaque vendeuse avec cette mèche basse importante, mais les acheteurs peuvent faire progresser les cours. On a une consolidation et on commence à avoir un mouvement qui commence à être très erratique, puisqu'on a des successions de bougies rouges, de bougies vertes. Vous voyez qu'on continue à progresser, mais on progresse un petit peu à reculons, dans le sens où on commence à avoir de grosses bougies rouges qui sont quand même des signaux qui commencent à être un peu inquiétants pour notre tendance haussière. Et c'est ce jour-là, ici, le 7 février, où on a, comme on a eu ici, une englobante baissière, une bougie qui est très forte, c'est une bougie que l'on appelle un Marubozu. Cette bougie-là, j'essaye Laurent, de vous montrer cette bougie-là. C'est une bougie que l'on appelle un Marubozu, à savoir, on a ouvert au sommet de la journée, ici, on a baissé toute la journée et on a clôturé au plus bas de la journée. Donc on a englobé le doji précédent, ici. Quand je bouge, indiquez-moi, Laurent Wakim, si vous voyez mieux ma souris. Je vais essayer de bouger un peu plus. Donc cette bougie englobe le corps de la précédente et vient quand même mordre dans cette bougie haussière. Et c'est cette terrible bougie le lendemain, ici, le 8 février, que je considère comme terrible parce que les acheteurs on a ouvert ici, à ce niveau-là, autour de 116. Les acheteurs ont pris la main. Ils ont été repoussés par les vendeurs. Les vendeurs ont continué. Les acheteurs les ont repoussés. Donc on a une bougie qui marque une baisse des prix, mais surtout un climat d'incertitude tout à fait important. Et c'est en fait très souvent, quand on a des bougies qui marquent une incertitude, on attend, c'est la bougie du lendemain qui va souvent nous donner la réponse. Cette bougie, elle indique qu'il y a eu une grosse bagarre entre le camp acheteur et le camp vainqueur et le camp vendeur. Et le résultat, à la fin de la séance, c'est match nul, puisqu'on ouvre et on clôture pratiquement au même niveau. Donc il y a match nul. Donc il y a une grosse bagarre pour rien. Donc on va attendre les jours qui viennent pour savoir quel est le camp qui va reprendre la main. Et le lendemain, on a une bougie qui, sans être extraordinaire, marque quand même une reprise en main par le camp vendeur. Et c'est comme cela que l'on arrive au plus bas ici, autour des 113 €. Et cette bougie ici du 20, cette bougie verte, elle est une bougie qui amorce une reprise en main par les vendeurs. C'est pas très étonnant, quelque part, puisque regardez quelque temps avant, c'est dans ces eaux-là autour des 113 que les acheteurs avaient repris la main. C'est ce qui se produit à nouveau. Cette zone est une zone d'attraction. J'aurais pu mettre ici une zone support, certainement dans cette zone des 112-113. Ce qui s'était produit avec
grande force ici au début janvier. Un mois et demi après se reproduit, mais vous voyez avec un peu moins de force, parce que la bougie précédente était quand même copieuse. On a une bougie qui est une bougie où on est parti en dessous de la clôture de la veille. C'est une bougie qui est ce que l'on appelle une pénétrante, donc une bougie haussière, donc qui est une pénétrante, qui est l'opposé ici d'une couverture en nuage noir en plus de l'englobante baissière, c'est-à-dire que les cours ont démarré en dessous de la clôture de la veille et au bout d'un certain temps, les acheteurs ont repris la main. Donc c'est une pénétrante et c'est une bougie qui est ce que l'on appelle aussi un harami. On va voir ce que sont les haramis un petit peu plus tard. Donc c'est une bougie qui marque que les acheteurs sont en train de reprendre la main. Mais quand on a une bougie comme ça, une pénétrante, pour qu'elle soit vraiment validée, il faut que, et c'est une condition absolument indispensable, alors, je vais vous expliquer, Pierre, vous allez un peu vite, pourquoi les retracements de Fibot ne prennent en compte que la grande bougie rouge. C'est même pas la grande bougie rouge, c'est le corps de la bougie rouge, et je vais l'expliquer. Pour que une bougie qui est une pénétrante haussière marque véritablement de la force, il faut qu'on ait une clôture au-dessus du milieu de la grande bougie précédente. Et pour trouver le milieu, Pierre, c'est pour ça que j'ai mis mes retracements de Fibonacci pour vous montrer que le 50% est ici dans cette zone-là. C'est uniquement pour ça que j'ai mis mes retracements de Fibonacci. On voit que cette pénétrante, pour l'instant, la réponse des acheteurs, elle existe, mais elle est insuffisante et il va falloir attendre 2 jours, 2 séances, pour que véritablement on ait une clôture nette au-dessus de mon 50%. En général, j'aime bien quand les 2 ou 3 bougies qui suivent viennent au-dessus de l'ouverture de la bougie, de cette grosse bougie. Pourquoi ? Pour la même raison que je vous ai expliqué, à savoir que si on avait clôturé au-dessus, tous ceux qui avaient vendu pendant cette bougie et qui n'étaient pas encore sortis de position étaient tous en perte. Donc il va falloir attendre un petit peu, une bougie d'incertitude pour que le mouvement continue. Et puis à un moment donné, eh bien, il y a une consolidation et j'ai ici une structure qui est une de mes structures préférées qui s'appelle une étoile du soir, à savoir une dernière bougie dans le sens duquel était le mouvement, une bougie d'incertitude et une bougie ici rouge de retournement du marché. Quand on a une bougie de ce type-là, eh bien, cela veut dire que les vendeurs sont en train de prendre le contrôle de l'actif et, comme toujours, qu'est-ce qui va se passer le lendemain ? Les jours qui suivent, eh bien, nous montrent que les acheteurs, eh bien, ils n'ont pas renoncé du tout. Et quand on voit une mèche basse aussi forte que celle-là, avec une bougie qui est à nouveau une bougie d'incertitude qui suit une bougie de force, là, on se dit que les acheteurs ne renoncent pas. Ils reprennent un peu la main le lendemain, c'est encore le surlendemain, on a une nouvelle bougie d'incertitude, mais il y a une petite différence entre les deux, et cette différence, elle a du poids. C'est que les acheteurs ont repris la main plus tôt que l'avant-veille. Ce qui veut dire que il y a un climat de confiance dans le camp acheteur qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce qui se reproduit le lendemain avec cette très grosse bougie verte qui, elle, va englober 1, 2, 3, 4 bougies, 4 corps de bougies. Et là, de la même manière, on continue dans ce schéma haussier. Et par contre, ce qui va se produire ici, c'est on est arrivé un peu au sommet du mouvement, hein, on est dans les 120, admettons que ce soit en euros, on était parti au début ici aux alentours de 112, hein, on a fait 7% de hausse en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en une quinzaine de séances, bon, c'est pas mal, et là, on a une bougie qui, elle, attention, bougie d'alerte,
à nouveau alerte, tout comme cette bougie ici était une bougie d'alerte d'un retournement, tout comme cette bougie ici, ce marteau, ce pendu, pardon, ce pendu qui était une bougie d'alerte. Ces bougies-là sont des bougies d'alerte. C'est ce que l'on appelle une étoile filante, à savoir, on a ouvert au-dessus de la clôture précédente, on est monté, les vendeurs ont repris confiance et on a clôturé, certes, au-dessus. Je me moque totalement de la couleur de la bougie, de cette bougie. Elle est petite, mais elle est au-dessus. Le corps n'a pas de point commun, de niveau commun avec le corps de la bougie précédente. C'est ce que l'on appelle une étoile filante et c'est une bougie qui est une bougie d'alerte sur le fait que les vendeurs sont en train de reprendre la main, ou dit différemment que, eh bien, aux alentours ici de 120, 121 euros, il n'y a plus d'acheteurs qui aient envie d'acheter à ce niveau-là. C'est ça que veut dire cette mèche. Cette mèche, ça veut dire qu'on est parti et il n'y avait plus dans le carnet suffisamment d'acheteurs. Au contraire, ceux qui avaient acheté tout au long ici du mouvement, eh bien, commencent à sortir de position, commencent à vendre. Donc, on a ce schéma qui est les acheteurs qui étaient rentrés précédemment commencent à prendre leurs bénéfices et un certain nombre si l'actif le permet, un certain nombre de vendeurs à découvert, sont en train de rentrer sur le marché, voyant que le carnet d'ordre ne se remplissait plus du côté acheteur. Et le lendemain, on en a la conséquence qui est très forte, à savoir l'ouverture d'un gap baissier. Alors ça, c'est un message qui est très clair. Les vendeurs ont repris la main. Alors, jusqu'où va aller cette consolidation? Bien sûr, on ne le sait pas, mais on va lire le marché. Cette bougie, elle est très bonne pour les vendeurs, à savoir, on a une mèche haute, les acheteurs ont tenté de reprendre la main sur cette bougie du 14 mars, mais les vendeurs ont repris très rapidement le contrôle, et là, vous voyez que vous clôturez pratiquement au plus bas de la journée. Le lendemain, c'est une journée de grosses bagarres. C'est une bataille rangée entre acheteurs et vendeurs. Et là, on voit par le biais de cette mèche haute, tout simplement que à la fin de la journée, alors que les acheteurs ont tenté de revenir sur le marché, eh bien, ils ont été totalement repoussés par le camp vendeur. Nouvelle bataille le lendemain, on repart vers le haut, on repart vers le bas et globalement tous ces jours, on clôture pratiquement au même niveau, ce qui montre que malgré la tentative des acheteurs, ce sont toujours les vendeurs qui reprennent la main. Mais ces deux dernières bougies, moi, me disent attention, ça, ce sont des bougies d'alerte. D'abord, je commence à avoir un doji ici, avec certes une mèche haute importante, mais le résultat de la journée, ça a été match nul à nouveau. Le lendemain, on a une bougie rouge, mais cette bougie rouge, le problème, c'est qu'il y a une grande mèche basse. Il y a une grande mèche basse, donc c'est pour moi une bougie d'alerte. Attention. Et effectivement, dès le lendemain, eh bien, on a une bougie considérable et elle est alimentée par ceux qui sont en train de sortir de position, puis par le camp acheteur, par les acheteurs, estimant que sur cette zone des 115, 116 euros, ça valait le coup de rentrer en position. Donc petit à petit, le carnet d'ordre a commencé à se remplir côté acheteur, à la fois par ceux qui cherchaient du papier et ceux qui, justement, voyant que les acheteurs revenaient en masse, ont racheté leur position baissière. Et c'est comme ça que l'on revient à un niveau. Et ça, quelque part, cette bougie, moi je dis aussi attention. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à franchir le niveau au-dessus, le précédent niveau sur lequel la consolidation avait démarré. Et on est en train, on risque de créer, lorsqu'on est sur cette bougie, le fait que les vendeurs sont prêts à vendre 120, 80 ici, comme ils étaient prêts ici,
Si le lendemain, j'ai une bougie rouge, une bougie baissière, j'aurais fait ce que l'on appelle une figure de retournement qui s'appelle ici un sommet en pince. Un sommet en pince, c'est une figure qui montre que sur un même niveau, eh bien, le camp qui avait repoussé le camp, comment dire, qui avait la main, avait retourné la main. Ici, à nouveau, les vendeurs retournent la main et reprennent le lendemain. On ouvre le lendemain au même niveau que la clôture de la veille. On n'a quasiment pas de bougies hautes. Les vendeurs reprennent très très vite le contrôle et on clôture la journée ici, c'est le 1er avril. On clôture ici avec une bougie qui est puissante, qui prend là pratiquement les 2/3 du corps de la grosse bougie précédente. Visiblement, les vendeurs ont repris la main. On ouvre avec un gap d'ouverture ici. Les acheteurs tentent de reprendre la main, mais ils sont à nouveau repoussés par les vendeurs. J'ai aussi une bougie comme celle-ci, qui est une bougie importante. On a ouvert ici, ce jour-là, on est le 7 avril. On a ouvert un gap baissier. Les acheteurs ont tenté de reprendre la main. Regardez toujours sur cette même zone autour des 113 €. Donc, cette bougie ici, c'est à nouveau une bougie d'alerte. Attention, les acheteurs maintiennent le fait d'être présents sur la zone des 113. Et c'est ce qui se produit. On repart vers le haut. Mais vous voyez que les vendeurs reprennent la main ici sur cette bougie. C'est une bougie qui, elle aussi, est une bougie d'alerte qui m'annonce qu'il est tout à fait possible que, eh bien, ce soit un peu le chant du cygne pour le camp acheteur, parce que les vendeurs ont repris la main ici autour de 120, 121, ils reprennent la main beaucoup plus bas autour de 116. Donc il y avait beaucoup moins de conviction acheteuse, il y avait pas assez de carnet d'ordre au-delà de 116 €, pas assez d'acheteurs au-delà de 116 €, et ce sont les vendeurs qui ont repris la main, et on voit petit à petit eh bien, que les acheteurs sont progressivement repoussés. Donc, vous voyez, on a en quelques minutes ici, on a tout simplement lu le marché. On a tout simplement vu que l'on avait des bougies qui étaient des bougies d'alerte, premier point. On a vu que, eh bien, on était en permanence à regarder quel était le camp qui avait la main. Quand est-ce qu'il y avait des bagarres fortes entre acheteurs et vendeurs? On a vu des figures qui annonçaient potentiellement des retournements, et on a vu des bougies qui, elles, étaient des bougies qui retournaient le marché, qui montraient que, eh bien, les vendeurs étaient en train de reprendre la main dans nos schémas haussiers, ou les acheteurs étaient en train de reprendre la main quand on avait des schémas qui étaient des schémas vendeurs. Est-ce que vous avez des questions sur cette première approche? Est-ce que surtout vous comprenez que la lecture des chandeliers, se positionner en se disant quel est le camp qui tient la main, quelles sont les bougies qui sont des bougies des bougies dynamiques, quelles sont les bougies qui sont les bougies d'incertitude, et quels sont les schémas qui sont des schémas de retournement. Est-ce que cette première approche, est-ce qu'elle vous avez compris, est-ce qu'elle vous satisfait? Bien entendu, dans le livre, j'explique tout cela, et j'en explique beaucoup plus. On ne peut pas tout voir dans un webinaire d'1 heure. Donc, si vous n'avez pas de questions plus que cela, on va continuer. Qu'est-ce que je fais? Hop. Alors, on revoit ici un schéma de danse du marché. On va aller plus vite parce que je pense que vous avez compris ce schéma. Vous voyez ici, j'ai une structure qui est très haussière, et je vois que déjà, j'avais créé ici, dans cette zone-là, ce que j'ai appelé un sommet en pince. Qu'est-ce qui s'était produit? Eh bien, j'étais sur un niveau de résistance. Ici, l'actif, c'est Zoom Vidéo, c'est Zoom, le fabricant là, de logiciels. Et précédemment, sur la zone des 74,50 $, les vendeurs avaient déjà repris la main une fois. Vous voyez cette mèche haute
Quand on a des mèches hautes comme ça, c'est pas bon pour le camp acheteur, hein, et on va en voir d'autres, et vous allez voir que quand on a des très grosses mèches comme ça, en plus on est sur des niveaux de résistance, c'est pas bon. Effectivement, on s'était replié, et regardez la façon dont les vendeurs ont repoussé les acheteurs. Cette bougie-là, cette mèche, elle est terrible pour les acheteurs. Celle-là, elle est terrible pour les acheteurs. Ils n'y arrivent pas. Et c'est pour cela que la deuxième consolidation va venir plus bas que la première, parce que les acheteurs qui ont été pris en défaut, qui ont été coupés sur 74,50, eh bien, dans les jours qui suivent, je vous assure que quand vous avez été pris en défaut, vous avez été perdant pendant 2 ou 3 jours, le quatrième, vous n'avez pas envie de revenir sur à racheter. Donc, c'est pour ça que les vendeurs reprennent la main de manière importante, et c'est pour ça que l'on va plus bas que la première consolidation. Retour sur ce niveau-là, et cette bougie, à nouveau, elle est en train de châtier le camp acheteur. Et on va voir dans le schéma global qu'on va venir encore plus bas. C'est la première fois où les acheteurs ont été châtiés, on est allé à ce niveau. La deuxième fois, on est allé plus bas. Et la troisième fois, vous voyez, on va encore plus bas. Ce qui veut dire que à chaque fois que les acheteurs se prennent son prix, eh bien, ils ont de moins en moins envie de revenir. Ou s'ils reviennent, c'est avec des niveaux de position certainement moins importants qu'ici. Donc là, on voit un premier châtiment pour les acheteurs. Ils essayent malgré tout de tenir. Deuxième bougie châtiment. Et à partir de là, on repart vers le bas. On a une première réaction ici avec une figure que l'on a vue tout à l'heure, à savoir une bougie rouge, une bougie, un doji qui est une bougie qu'on appelle un marteau, et une troisième bougie, dont les trois font ce que l'on appelle une étoile du matin, qui est un signal haussier, mais on ne va pas plus haut que ce niveau-là, qui a été résistance une première fois ici, qui a été résistance une deuxième fois ici. C'est le niveau qui a ouvert un gap ici lors de l'échec précédent. Et c'est pour ça qu'on ne va pas plus haut que ce niveau. Et les acheteurs qui ont essayé d'aller sont à nouveau châtiés. On repart plus bas, on remonte, et là encore, on revient plus bas que le niveau précédent. C'est chaque fois, les acheteurs sont repoussés. Et à nouveau, chaque système de mèche haute, aussi importante comme celle-là, c'est un signal. Si vous vous trouvez dans cette situation, moi, un conseil, c'est pas sain. Pour les acheteurs, la situation, elle est pas saine. On est repoussé de plus en plus. Donc, moi, dans ces situations-là, je vais aller voir un autre actif à acheter, mais je m'intéresse plus à Zoom. Et qu'est-ce qui se passe? On continue à baisser. Et là, nouveau retentative des acheteurs, mais on est repoussé encore à un niveau encore plus bas. Un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Ici, on n'arrive pas à dépasser cette zone ici, qui est une zone de polarité, puisque c'est une zone qui a fait support, et qui a fait par la suite résistance. Donc là, ça veut dire que l'on va partir encore plus bas. Et c'est ce qui se produit. Nouvelle tentative ici, ici sur la zone 5, de retentative des acheteurs. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Une mèche haute importante, juste en dessous d'un niveau de résistance important. Donc, on continue vers le bas. Cette lecture, je la trouve que cette lecture du marché, je la trouve particulièrement claire. On voit véritablement dans ce schéma baissier ces mèches hautes. Chaque fois qu'il y a une mèche haute, elle marque la fin des tentatives acheteuses, et ces tentatives acheteuses sont repoussées de plus en plus bas, et chaque fois, on a une résistance plus une ou deux mèches significatives. Là, sur ces mèches-là, moi j'attends le début de la journée suivante, et j'attends quand même que le gap ici soit comblé quand même. Et là, je pense qu'une position vendeuse est certainement à ouvrir. Donc vous voyez, rien que la lecture, ce phénomène de bagarre entre acheteurs et vendeurs, cette lecture à la fois de la taille des corps, cette lecture des mèches hautes, basses, petites, grandes, le fait d'avoir des bougies qui n'ont pas de mèche haute, pas de mèche basse,
chaque bougie nous apporte une information supplémentaire sur justement le positionnement, où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. C'est la démonstration du camp qui est à l'achat, le camp qui est à la vente, la force de l'un et de l'autre. Et là, ici, cet échec sur un niveau de résistance comme celui-là, le lendemain, dès le début de la journée, on sait qu'on peut tout à fait ouvrir une position de vente à découvert. Il y a échec sur ce niveau-là et les échecs qui sont de plus en plus bas. Donc, on continue dans la voie baissière. Est-ce que vous commencez vraiment à bien comprendre mon mode de lecture? Et est-ce que ce mode de lecture vous satisfait? Je suis allé un peu vite. Est-ce que vous comprenez? L'objectif ce soir, c'est que vous compreniez non pas toute la lecture en chandelier, mais que vous compreniez les grands principes de la lecture des bougies. Est-ce que Hugues me dit que c'est clair? J'attends un ou deux, parfait, ok, bon, très bien. Eh bien, on continue. Donc, premier type de conclusion, la représentation en chandelier japonais, eh bien, c'est la situation du conflit permanent entre le camp acheteur et le camp vendeur. Et les bougies sont le résultat de cette confrontation. Alors, on va regarder ici quelques structures remarquables. J'en ai mis quelques-unes, évidemment, dans le livre, j'en ai plein. Je les analyse justement à la lecture de ce schéma. Un camp à la main, des bougies d'incertitude et la reprise en main par le camp opposé. On voit ici, j'ouvre un gap haussier, j'arrive sur une résistance, j'arrive sur un sommet en pince ici, je teste cette résistance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à un moment, ce sont les vendeurs qui reprennent la main. Schéma tout à fait classique, quand vraiment on n'arrive pas à franchir, on n'a même plus, ici vous voyez, de mèche au-dessus de ma résistance. Eh bien, qu'est-ce qui se produit? L'attaque baissière, la sortie des acheteurs, et on ouvre encore un gap, et cette structure est une structure de retournement extrêmement forte, qui s'appelle une île de retournement, ou en anglais une island reversal, ou de temps en temps on appelle ça une Australia. Donc c'est une grosse île. Donc voilà un type de figure de retournement extrêmement puissant. Ici j'avais un schéma plutôt baissier et j'ai une figure ici qui est une bougie d'alerte, qui s'appelle un marteau, à savoir petit corps, je me moque de la couleur du corps, mais surtout une très grande mèche qui nous montre que les vendeurs ont maintenu la main et à ce niveau-là, les acheteurs ont repris la main. Et comme c'est souvent le cas, la troisième bougie, une bougie qui était une bougie, que ce soit verte ou rouge, peu importe, cette bougie-là, la troisième bougie, me montre que les acheteurs ont repris la main. On a en plus ouvert bien au-dessus de la clôture précédente, en plus au-dessus de l'ouverture précédente, on a une figure de retournement haussier. Là, j'ai une très belle figure ici également. J'ai un schéma haussier et une bougie qui est une englobante baissière, suivi, et là on voit que ceux qui étaient en position se précipitent pour vendre leur position, ce qui nous fait ouvrir un gap baissier et on descend extrêmement vite. Ici, j'ai une figure qui est d'abord, on a eu une grosse mèche, une grosse bougie avec un gros corps, donc qui avait un schéma haussier très important, et très vite, on l'a vu tout à l'heure, le lendemain, on ouvre à un niveau plus important que la clôture, on part un peu vers le haut et patatrac, et c'est ce que l'on appelle une couverture en nuage noir. Alors, c'est une bougie qui nécessite absolument d'être confirmée le lendemain parce que, comme je l'ai indiqué, moi j'aime bien, et que j'explique dans les chandeliers japonais, moi j'aime bien quand une bougie de retournement vient à minima clôturer, dans le cas d'un retournement baissier, au milieu du corps de la grosse bougie précédente. Ici, j'ai l'opposé de cette figure-là qui était une étoile du matin. Là, c'est l'opposé, c'est une étoile du soir. Une bougie dans le sens du mouvement précédent. Une bougie d'incertitude, ici, qui en plus est une forme d'étoile filante. Et la troisième bougie qui vient clôturer
mon cycle de retournement. Et cette bougie est vraiment une bougie de retournement de ma structure qui était précédemment haussière. Alors, quelques configurations que j'aime ou que je n'aime pas. Alors, évidemment, en rouge, encadré en rouge, c'est des configurations que je n'aime pas. Et en vert, c'est des configurations que j'aime bien. Ici, j'aime beaucoup cette configuration. C'est une configuration d'étoile du matin. On reprend assez vite la main. Le mouvement, il repart rapidement. Il franchit l'ouverture de la dernière bougie rouge. On a plusieurs bougies, même si au début, le mouvement, il est un petit peu hésitant. Très vite, les acheteurs montrent qu'ils prennent la main et on repart vers le haut. Ici, j'ai une structure qui est en train de se mettre en place comme une structure de retournement, donc une structure de retournement baissier. Je ne l'aime pas pour plusieurs raisons. La première, j'ai bien effectivement une bougie ici qui englobe le corps de la bougie précédente. J'ai bien un schéma de retournement. Le mouvement haussier ne se perpétue pas, mais je m'aperçois que je n'arrive pas à casser ce niveau de support. Une première fois, ici, la première bougie, une deuxième fois, une troisième fois, et petit à petit, je vois que les acheteurs sont en train petit à petit de repousser, au début mollement, parce que vous voyez comme tout à l'heure, ici, les acheteurs reprennent la main, repoussent sur la résistance. Ici, ils repoussent un petit peu plus haut. La troisième bougie, on voit mal la mèche, encore plus haut. Donc pour l'instant, on ne repart pas vraiment vers le haut, mais les vendeurs n'arrivent plus à imposer leur vision. Donc on repart vers le haut. Ici, j'ai une structure qui est... elle devrait être terrible pour les acheteurs. J'aime pas ces structures-là si je suis acheteur. Regardez pourquoi. On vient sur la résistance, on casse, on vient tester le lendemain, on ouvre sur le niveau de support précédent. On essaie de repartir sur le haut et regarder cette bougie. Moi, quand je vois ça, je vais regarder le lendemain, je vais attendre la cassure de ma zone de support ici à 1009. J'attends une cassure. Elle ne se produit pas. Donc, j'ai un schéma là qui devient un schéma tout à fait pas incompréhensible, mais on voit qu'il y a une véritable incertitude à ce moment-là sur la suite. Ce schéma ici, il est vraiment, il est très inconstant. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans le marché. C'est une incertitude. Ça, on ne sait pas. Donc, moi, quand c'est comme ça, je reste à l'écart parce que le marché n'est pas clair. Celle-ci, là, donc les acheteurs finissent par reprendre la main. Et là, j'ai une figure de retournement qui est à peu près l'équivalent de celle-ci, à savoir que, on a franchi le support et tout simplement, on vient le retester. On ne le casse pas. Et après cette bougie, il est clair que, les acheteurs marquent qu'ils défendent ce niveau ici un peu plus élevé à 1074 et on repart vers le haut jusqu'au moment où il n'y a plus d'acheteurs, où plus personne n'a envie de rentrer sur le marché. Et là, j'ai une très belle structure de retournement. C'est une structure à la fois qui est une étoile du soir, une structure qui vient englober ces bougies. C'est pas vraiment une englobante dans la mesure où elle devrait aussi englober celle-ci, mais le fait qu'elle vienne en dessous de ces trois bougies, c'est le même schéma que je vous expliquais tout à l'heure. Tous ceux qui ont acheté pendant cette période et qui, à la clôture de ce jour-là, n'avaient pas vendu leur position, sont tous perdants. Donc, ils vont essayer de sortir dans les jours qui viennent. Donc, ils vont alimenter le schéma de vente avec ceux qui, ont compris qu'il n'y avait plus d'acheteurs et qui ont certainement ouvert des positions vendeuses, vente à découvert. Voilà pour ces types de configuration. Donc là, on voit donc la conclusion. Donc les deux sujets fondamentaux sur cette lecture sur les bougies japonaises ou les chandeliers, hein, j'emploie les deux mots, l'un ou l'autre d'une manière tout à fait indifférente. Donc, comprendre et maîtriser le conflit acheteur-vendeur est la question que vous devez vous poser en permanence. Quel camp contrôle le marché? C'est important. Prenons ici, j'ai un schéma acheteur.
ce sont les acheteurs qui contrôlent le marché. Ici, j'ai une bougie de retournement, mais je suis par rapport à la tendance haussière. La tendance est haussière, clairement. Si je vends dans un cadre contrarien. Je vends en tendance haussière. Donc, je vends contre le marché. Si je vends contre le marché, je prends plus de risques parce que je n'ai pas encore la preuve que les vendeurs vont prendre la main sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est quand je vois déjà que j'ai une bougie, une mèche ici haute importante, je me dis attention, j'attendrai, si je devais vendre, à minima, que je casse ce support. Si je casse ce support, ça montrera que les vendeurs reprennent vraiment la main. Il est bien clair, j'espère que vous avez bien compris que si je vends ici dans ces deux bougies, je vends contre la tendance naturelle du marché. J'ai donc besoin d'avoir la certitude que les acheteurs reprennent vraiment la main. Donc, quand on agit de manière contrarienne, comme ici, si j'achète ici, j'achète contre le marché. Donc, je suis contrarien. Et donc, si je suis contrarien, je vais me battre contre la tendance majeure. Ce sont les acheteurs qui, tant que la tendance n'est pas invalidée, ce sont les acheteurs qui la maintiennent. Qu'il y ait une consolidation dans un marché, c'est clair, c'est évident, c'est nécessaire. Il faut retrouver ici de nouveaux vendeurs. Et très vite, on voit que les vendeurs reprennent la main. Alors, Laurent me demande, les gaps baissiers ou haussiers sont-ils toujours fermés? Alors, très rapidement, j'ai une longue explication, un long commentaire sur les gaps dans le livre. Il y a trois types, globalement, il y a quatre types de gaps. Il y a les gaps communs, par exemple quand on est en range, les gaps d'impulsion. Un premier gap ici, vous voyez ici, j'ai eu une consolidation et là j'ai un gap dans le mouvement. C'est un gap qui est un gap d'impulsion. Normalement, si ma tendance se poursuit, ce gap ne sera jamais fermé pendant l'évolution de la tendance. Le deuxième type de gap, c'est les gaps de continuation. Et le troisième type de gap sont les gaps d'essoufflement. Eux, ils ont vocation à être fermés. Alors, vous pouvez avoir le CAC, par exemple, depuis quelques mois, on ne fait qu'ouvrir des gaps aussi. Maintenant, on commence à ouvrir des gaps baissiers. Mais on a ouvert essentiellement les uns à la suite des autres. D'ailleurs, sur les principaux gros indices, on a fait qu'ouvrir des gaps haussiers depuis des mois. Donc, on n'a plus ce cheminement. Le cheminement général, c'est un gap d'extraction qui lance le mouvement, un gap de continuation qui montre que le mouvement a de l'ampleur et que les acheteurs viennent remettre du carburant dans le moteur. Et puis, quand on a un troisième gap, on commence à se méfier. On regarde ce qui va se passer. Si effectivement, dans le cas d'une tendance haussière, après le troisième gap, j'ai véritablement une difficulté à poursuivre, que par exemple, j'ai des bougies qui ont des corps petits, c'est des bougies qui ont des mèches hautes importantes. Ça veut dire que les vendeurs commencent à attaquer. Il est tout à fait probable que mon gap sera un gap d'essoufflement et qui sera amené plus ou moins rapidement à être comblé. Qu'est-ce que Gérard vous dit? Le problème du graphique Wall Data, il ne traite pas les gaps comme on pourrait faire. Je ne comprends pas votre question. En quel sens vous dites qu'il ne traite pas les gaps? Le graphique, c'est le graphique. Le gap, c'est à vous à le mettre sur votre graphique. Je ne comprends pas votre question. Si vous pouvez la préciser, la repréciser. Je fais une pause. Je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi.
Laurent me demande comment reconnaît-on les différents types de gaps en apprenant à les reconnaître. Laurent, excusez-moi de vous renvoyer, je monte un peu à la volée là. C'est l'apprentissage. Quand vous avez un démarrage de tendance et que vous avez un gap, généralement un gap significatif, hein, c'est clairement un gap d'extraction. Et puis vous suivez, derrière, si la tendance est amenée à se poursuivre, vous avez un gap de continuation et vous avez un gap d'essoufflement derrière qui, je l'indique, marque que, et les bougies qui suivent marquent qu'effectivement, la tendance elle est un petit peu au bout. Il n'y a plus de flux acheteur. Les mèches hautes montrent une faiblesse dans le flux acheteur. Alors, on va passer à la dernière partie de notre webinaire. On va passer, je sais pas, où est-ce que, excusez-moi. Voilà, on va passer sur, Gérard me dit, certains retraitent les gaps, donc ça annule comme TradingView, oui. Alors, oui, de mémoire, effectivement, il n'y a pas retraitement sur la plateforme, il n'y a pas de retraitement des gaps que vous pouvez avoir sur d'autres plateformes. Il faut à ce moment-là, il faut bien, si ça n'empêche pas du tout d'utiliser à bon escient la plateforme WallData, le tout c'est de bien indiquer sur votre graphique que c'est un gap de distribution. Hein. Lorsque vous avez une distribution de dividendes, volume, qu'est-ce que vous voulez dire gap et volume? Normalement, un gap d'extraction s'accompagne de volume important, un gap de continuation un peu moins, un gap d'essoufflement, et c'est beaucoup plus compliqué. Il peut y avoir des volumes importants, il peut y avoir aussi des volumes faibles, donc on n'a pas vraiment cette notion. Donc c'est à vous à retraiter, Gérard, à retraiter à retraiter les gaps de manière à ne pas en faire une fausse interprétation. Alors, là, je suis passé sur le logiciel Candlestick Pro, logiciel sur lequel j'avais fait une formation pour WallData. C'était au mois de septembre ou au mois d'octobre de l'année dernière. Et donc, ce logiciel, lui, il exploite les schémas d'impulsion qui viennent essentiellement, justement, de ces figures de continuation ou de retournement. Là, j'ai cliqué sur une icône ici dans le cartouche et vous avez en fait les figures de retournement qui sont utilisées par le logiciel. Alors bon, il y en a un certain nombre, hein, pratiquement, il y en a que je n'utilise pas ou qui ne m'apportent pas forcément grand-chose. Hein. Sinon, toutes les autres sont bien disséquées, je les dissèque bien dans le livre. Et on va voir donc celles que... Alors, vous avez déjà compris, celles que j'aime particulièrement, ce sont les étoiles du matin, les étoiles du soir, les pénétrantes, les avalements ou les englobantes. Hein, on peut avoir le tout, une bougie d'avalement ou une bougie qui englobe. Je vous ai montré tout à l'heure la prudence que j'avais pour les haramis. Un harami, c'est un signe, mais pour moi, il est faible. Enfin, il est faible. Il n'est pas suffisant. Si le harami ne permet pas de passer le milieu de la bougie précédente, pour moi, c'est un signal d'alerte et non pas un signal sur lequel je vais pouvoir rentrer en position. Donc vous avez 3 méthodes ascendantes, les autres, les 3 corbeaux noirs, les 3 méthodes descendantes, etc. Donc vous avez les couvertures en nuages noirs que j'aime bien, les avalements aussi, avalements baissiers. Donc vous avez donc toutes les figures que le logiciel permet. Alors vous pouvez bien dire, moi de toute façon, j'en ai 3 ou 4 que je préfère à ce moment-là, je n'utilise que celle-là et je déflague les autres. Donc vous avez donc toutes ces figures de retournement qui sont exploitées par le logiciel pour donner un signal d'achat ou de vente, hein,
puisque le logiciel autorise la vente à découvert. Alors, le logiciel vous permet donc d'avoir les figures qu'il considère comme figures de retournement. D'une manière générale, sur les haramis, le logiciel est aussi, aussi prudent que moi, d'ailleurs. Vous avez un système de stop, ce qui est un système de stop que j'aime bien, qui est, pour ceux que j'explique complètement, mon système de stop, enfin le système dans la société où je suis associé, que nous utilisons, que j'explique complètement dans le pouvoir d'Ishimoku. Très souvent, on entend des investisseurs dire « Oh là là, mon broker, il est allé à la chasse au stop, je me suis fait prendre pour 1 centime, 2 centimes, 5 centimes. » Alors, qui est de la chasse au stop, peut-être, mais la raison fondamentale pour laquelle les investisseurs se font prendre sur leur stop, c'est dans au moins 90% des cas, c'est que les stops sont trop courts. Un stop doit obligatoirement intégrer le phénomène de volatilité. Et c'est pour ça que, et le logiciel Candlestick, quand j'ai découvert le logiciel, j'étais vraiment très content de voir comment étaient faits les stops. C'est-à-dire qu'on utilise là un indicateur de volatilité qui s'appelle l'ATR, Average True Range, qui est un indicateur qui a été créé comme beaucoup d'indicateurs importants par Welles Wilder et qui permet de décaler par rapport au niveau technique sur lequel vous mettez votre stop, de décaler le stop pour tenir compte de la volatilité. Quand on regarde des situations où on a peu de volatilité, eh bien, il y a moins de chances qu'on ait tout d'un coup un gros effet. Quand on est dans une situation avec beaucoup de volatilité, eh bien, ça veut dire que ça bouge beaucoup, entre guillemets. Donc, le risque d'avoir des mèches hautes et des mèches basses, ce risque augmente de manière importante. Donc, il faut tenir compte de la volatilité. Et dans les exemples que j'explique dans le pouvoir d'Ishimoku, j'explique le positionnement du stop et je donne pour chaque cas la position du stop et à 2 ou 3, et on s'aperçoit à plusieurs reprises que si j'avais collé au niveau technique mon stop, eh bien j'aurais été pris par des mèches. Et là, c'est extrêmement rare que je sois pris par des mèches, puisque par rapport au niveau technique, j'écarte mon stop des 2/3 de l'ATR du jour. Le logiciel ici, il est réglable. Alors, il l'est mis en 0,2 ATR, mais il est réglable. Alors, on va regarder un certain nombre de signaux qui sont donnés par Candlestick Pro. Vous retrouvez les éléments tels que je les ai décrits. Le premier, c'est... alors là, je me suis mis sur le Nasdaq, comme ça, pour changer, on est toujours sur le CAC. Là, c'est Crowstone Holdings. Et là, vous voyez, ce jour-là, j'ai eu un signal qui est un harami. Le signal, il est là. Là, j'ai un harami. Mais vous voyez, le logiciel, il attend le lendemain. Et le déclenchement se fait le lendemain parce que cette figure, le harami, pour moi, est une figure de retournement que je considère comme faible. Donc, j'ai besoin de la confirmation le lendemain. Je vais essayer de... Voilà, de dézoomer. Et là, j'ai une très belle confirmation dans le sens où, eh bien, j'ai un gap haussier. Et donc là, la position, elle est ouverte ici. Le niveau de stop naturel, il est là, en dessous. C'est le plus bas du mouvement. Pourquoi il est là? Parce que si jamais je passais en dessous, eh bien, j'aurais plus envie d'acheter, j'aurais envie de vendre. Donc, le niveau naturel du stop, il est là, mais je le décale pour tenir compte de la volatilité. Et puis, eh bien, mon mouvement continue. Le logiciel, avec un système de stop suiveur, nous amène, eh bien, alors avec un niveau objectif qui a été calculé par des éléments de résistance précédente. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais exactement à l'envers, bravo. Voilà, l'objectif ici, c'était cette résistance
qui est un vrai niveau de résistance. Alors moi, je suis le logiciel, donc lui, il vous indique, il vous fait une proposition. Après, c'est à l'investisseur de, par rapport à ce schéma, de l'adapter à son propre schéma de trading, à ses propres, comment dire, schémas de résistance ou de... Vous voyez ici, moi, quand je regarde ici, j'ai quand même envie de regarder ce qui va se passer quand on va franchir cette zone ici. Vous voyez, ici. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que mon objectif, je suis assez d'accord avec l'objectif du logiciel, mais j'ai quand même ici un niveau qui a, eh ben, il a résisté. Donc peut-être que je ne dis pas que je vais mettre ici mon objectif final. Ce que je dis, c'est que je vais regarder comment ça se comporte. Si jamais je ne passe pas, je sors. Ou, là aussi, dans le pouvoir d'Ishimoku, je donne plusieurs exemples de trades réels, sur lesquels j'explique qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'objectif. Je sors tout, je sors une partie, qu'est-ce qui se passe? Là, il se trouve que, eh bien, je suis complètement rassuré sur mon niveau parce que je le franchis sans même voir ce qui se passe. Là, maintenant, on commence à devenir un peu tendu. Hein. On a eu un premier refus sur l'objectif, mais aujourd'hui, les cours sont en train de repartir vers le haut. Et plus on se rapproche de l'objectif, plus la gestion va se faire par le stop. J'ai un stop suiveur ici. Je suis rentré quelque part sur cette bougie vers les combien 295. Là, je suis à 340. J'ai gagné 15%. J'ai bien gagné ma vie. Oui, Dominique, je vous indiquerai les noms des livres. Je les remettrai sur le chat. À la limite, je vous les remontrerai je reviendrai sur le PowerPoint et vous pourrez les voir et les noter. Donc là, on est en train de repartir. Donc, on va certainement aller à l'objectif. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est une position qui est ouverte. Elle est belle aussi. Hein. Elle est belle aussi, celle-là. Alors, c'est celle-là. C'est là un marteau. Hein, d'ailleurs, vous voyez, quand le cartouche, il décrit exactement tous les éléments du trade. Moi, je l'aime bien, hein, ce logiciel. Hein. Donc, déclenchement. J'ai ma bougie d'alerte ici, hein, toujours. Là, un marteau, bougie d'alerte. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre un gap haussier. Bon, les acheteurs ont repris la main. Alors, mon objectif, le logiciel le calcule ici. Donc, en fait, il le calcule sur le point de départ du mouvement que l'on est en train de retourner. Le schéma est à peu près celui-là, hein, de l'objectif. Je retourne le mouvement complètement qui s'est produit précédemment. Moi, de toute façon, toujours en garçon prudent, je regarde ce qui va éventuellement se passer dans cette zone. Éventuellement, hein. Donc, moi, ce niveau, je le mets, hein, de toute façon. Hein. Il est clair que je le mets, je ne dis pas que je sors. Hein. Et puis, je vois que dans un premier temps, là, je commence à m'inquiéter, là, quand même. Hein. J'ai un sommet en pince. Et on repart, et le stop, il est juste, hein, avant de repartir. Mais mon stop n'est pas touché, donc je reste en position. Et il a fallu donc aller rechercher des acheteurs pour que, dans la foulée, on repasse au-dessus de mon niveau. Il était résistant, il devient support, et puis eh ben, je vais à l'objectif. Donc le système a parfaitement bien fonctionné. Je vais voir qu'est-ce qu'indique le logiciel aujourd'hui en ce moment sur le Nasdaq. AMD, tiens, une des grosses Advanced Micro Devices, une grosse... donc ici, j'ai une première structure ici en Arami. Donc comment dire, je ne déclenche rien sur le plan de l'investissement, j'ai un niveau d'alerte et j'attends la bougie suivante, c'est ce qui se produit ici. Et alors je ne sais pas où est mon objectif, hein, je ne me souviens plus. À mon avis, il a été atteint, c'est pour ça que je ne le vois plus depuis. Je ne sais pas où il était, il a dû être atteint, donc la position est peut-être clôturée.
j'ai un deuxième harami ici, une deuxième situation. On est sur celle-là et on voit que eh bien, le lendemain, j'ai le déclenchement de ma position parce que effectivement, j'ai la confirmation du harami. J'aimerais bien avoir autre chose que des haramis. Ah, ça j'aime bien. Étoile du matin. Donc là, j'ai une structure ici d'étoile du matin. Elle n'est pas terrible, cette structure. C'est pour ça que le logiciel y déclenche le lendemain. Donc et là, on est véritablement parti. Qui me posait la question tout à l'heure? Laurent. Laurent me demandait comment reconnaît-on les différents types de gap. Alors Laurent, ça, je vous dis, ça, c'est un gap d'extraction. Là, c'est le signal retournement, marteau, retournement, gap d'extraction, vous rentrez en position. Hein. Ce serait presque criminel de ne pas... Alors évidemment, les marchés peuvent se retourner, peut tout se passer. Mais quand on est dans une situation de ce type-là, c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas rentrer en position. Là, on a un vrai gap d'extraction. Là, mon ensemble 1, 2, 3, 4, c'est un schéma qui est extrêmement puissant vers le haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai encore un harami, j'en ai marre des haramis, on en a bien vu. Donc, qu'est-ce que j'avais là? J'avais un marteau. Non? Où est-ce qu'il est? Oui, marteau. Ah ben, c'est celui qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est celui qu'on vient de voir. Oui, alors après, je continue à descendre. Alors, un avalement. Où est-ce qu'il est, mon avalement? Voilà. Il est là. Il est très beau. On le retrouve ici. Regardez cette bougie. Alors là, elle est pareil, un cartouche, il écrit. Donc, on a une tendance baissière. J'ai une consolidation. Vous voyez que ici, donc j'ai une consolidation. Je repars vers le haut et là, j'ai un avalement baissier. Et ça, c'est une bougie qui est une bougie pour rentrer en position. La grosse différence entre ce sens-là, c'est qu'on était contrarien, donc plus risqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La consolidation est terminée et là, je reviens dans mon schéma baissier. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai un autre avalement. Pourquoi je ne le trouve pas, mon avalement? Ah bah si, il est là, oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Donc là, pour l'instant, j'ai un schéma qui est effectivement contrarien, mais est-ce que je retourne avec force? Oui, je retourne avec force avec une bougie de ce type-là. Et effectivement, là, j'ai tout à fait les raisons de reprendre une position, de rentrer en position, parce que la bougie ici du 23 avril m'a montré que c'était les acheteurs qui étaient revenus qui avaient repris la main sur le marché. Ici, j'ai encore un harami. J'ai pas un deuxième. Non, on l'a vu, Kraft. Un marteau. Ici, un marteau. Alors, vous voyez, là, il faut filtrer. Moi, je ne serai jamais rentré en position. Alors, là, le logiciel donne des signaux. Après, c'est le rôle de l'investisseur de comprendre. Mais lui, il peut pas, le logiciel, il peut pas aller regarder 50 jours précédemment. Il donne des signaux. Il dit qu'il y a effectivement un harami et qu'on repart vers le haut sur cette bougie. Vous pouvez rentrer en position, mais il faut que vous soyez, c'est ce que j'ai expliqué au début, parfaitement conscient que vous rentrez contre le marché, en position contrarienne. Il y a une grosse différence entre celle qu'on a vue tout à l'heure avec un énorme avalement qui a vraiment retourné le marché. Là, je ne retourne rien du tout. Là, j'ai une consolidation de tendance baissière. Donc, je veux bien rentrer en position, mais il faut que je sois conscient que j'aille contre le marché. Et c'est là probablement, eh bien, qu'est-ce que je ferai dans ces conditions? Eh bien, je ferai la chose suivante. Je prendrai sur mon dernier mouvement, je prendrai mes retracements de Fibo, ici.
Et je me donnerai comme objectif d'aller sur le 38,2. Si j'étais rentré, je vais même dire par mégarde, sur ce niveau-là, mon objectif, il était le 38,2. Parce que dans la tendance, elle est forte. Que l'on ait une consolidation, c'est naturel. Et le schéma d'une bonne tendance, c'est de consolider sur le 38,2. Et je vois que je ne franchis pas le 38,2. Donc mon mouvement de consolidation, il est terminé. Alors, on va un petit peu tourner en rond pendant quelques jours, mais jamais on ne pourra venir reprendre le 38,2. Donc, vous voyez deux choses. La première, c'est que rentrer dans une consolidation, elle est molle, c'est normal. Regardez les bougies que l'on a eues. Regardez ces trois qu'on appelle les trois corbeaux noirs. Ils sont noirs, c'est pas pour rien. On est dans un schéma baissier fort. Et il est normal de consolider. Et là, j'aurais tendance il me faut une bougie rouge, moi, pour vendre. Donc, je ne vendrai pas, malheureusement, parce que je n'ai pas de bougie rouge. Mais si j'avais eu une bougie rouge ici, une clôture sur une bougie rouge, voilà, là, je me faisais un plaisir de rentrer en position vendeuse. Alors, celui-ci, oui, il est où mon avènement? Il est là. Alors là, regardez, là, j'ai un vrai retournement de marché ici. C'est vous voyez la différence avec la situation actuelle. Là, j'ai des bougies qui ont du nerf. Et vous voyez que la rentrée en position se fait ici. Elle se fait sur une bougie qui a montré déjà qu'on n'était pas sur un simple schéma de consolidation, mais que l'on était plus fort que celui-là. Alors, Yves me demande mon opinion sur Nvidia. Alors, je ne vous donnerai pas d'opinion parce que je ne suis pas rentré dans Nvidia, j'ai loupé le coche, il faut dire les choses comme elles sont. Je n'ai pas cru au bon moment. Maintenant, alors j'ai pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais hier, de mémoire, on a encore fait un gap haussier, on est au-delà de 1150. Si vous voulez entrer sur Nvidia, maintenant, il faut une bonne consolidation, une bougie de retournement, et là, vous pouvez rentrer éventuellement sur Nvidia. Mais là, l'élastique, il est quand même bien tendu. Donc, que Nvidia continue une progression, c'est tout à fait possible, mais on n'est plus sur des prix d'achat aujourd'hui. Voir sur Bayer. Alors, Bayer, il faut que j'aille sur le DAX, sachant que le DAX, il est traité, je crois, qu'en clôture chez World Data, ou c'est moi qui ai. On va mettre. Je ne me rappelle plus comment on les met dans l'ordre alphabétique. Je ne sais plus comment on met dans l'ordre alphabétique. Bon, il n'y en a quand même pas tant que ça. On va chercher Bayer. Normalement, je suis dans l'ordre. Je devrais donc monter. Bayer. Alors, Bayer, qu'est-ce que vous me dites? Le gap est un gap d'extraction selon moi, donc pas de vocation à être fermé. Je ne sais pas duquel vous parlez. Moi, si vous me parlez de ce gap-là, je vous dis que c'est un beau gap d'extraction. Alors, attention, il n'a pas vocation à être fermé. Il se peut qu'un jour, parce que c'est pas parce qu'on est monté à 30,59 € qu'il ne peut pas y avoir de gros problèmes pour la société Bayer. Ce que je veux dire, c'est que dans la tendance qui démarre là, ici j'ai un gap d'extraction. Là, j'ai un gap de continuation. Alors bon, lui, il peut être comblé jusqu'au moment où, enfin, il est là, et j'ai pas de gap d'épuisement. J'ai pas de gap d'épuisement, mais j'ai encore mieux que ça. Regardez cette bougie. Regardez cette mèche. Ça, pas bon. Alors, une tentative encore des acheteurs, mais la bougie ici du 16 mai, pas bon du tout. Là, vous voyez, j'ai une bougie de retournement, mais je vais pas loin. J'ai mes moyennes mobiles qui bloquent. Et aujourd'hui, je suis en train de repartir vers le bas. Alors, mon impulsion haussière, celle-ci, il est clair qu'elle est terminée. Donc, ce mouvement, quand on dit qu'un gap d'extraction ne sera pas comblé,
dans la tendance. Parce que s'il était comblé, ce serait un gap d'essoufflement. Donc, il ne sera pas comblé. Mais peut-être que dans 3 mois, il va être comblé. Parce que, les investisseurs ne veulent plus de Bayer. Écoutez, voilà. Je vous propose de s'arrêter là. Vous me demandiez les éléments des livres. Donc, je vais revenir ici. Voilà, donc d'un côté, donc là, ils étaient en tête des ventes le jour où j'ai fait de leur catégorie. Donc c'est chez Amazon, là, oui, c'est un schéma Amazon. Donc les chandeliers japonais chez Amazon et le pouvoir d'Ishimoku également chez Amazon. Puis vous l'avez à la Fnac si vous voulez, il est partout, hein, chez Cultura, chez le Furet du Nord. Le pouvoir d'Ishimoku, il est même vendu par la librairie de Harvard. Ça, quand j'ai vu ça, j'étais un peu fier. Bon, ça fait plaisir comme on peut. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. On a passé 1h30 ensemble. C'était pour ma part extrêmement agréable. Ça m'a fait plaisir de revoir non pas des têtes, mais des noms connus. Je vous souhaite un bon appétit et je vous souhaite une excellente soirée. Et vous savez, hein, même vous pouvez toujours me poser des questions sur les éléments qui sont les éléments sur lesquels où je fais des formations en m'envoyant via un mail, comme toujours, pas en direct bien sûr, via World Data. Bonne soirée à tous.